Bonjour tout le monde et bienvenue à la mentalité verte. Construire des batteries, construire des mines, assécher des milieux humides et redoubler la dépendance du Québec sur des véhicules privés. C'est ce que propose le gouvernement Legault dans le cadre du projet Northvolt. Est-ce que c'est un pas avant pour l'environnement d'avoir une giga-usine de batteries ou est-ce que c'est de l'éco-blanchissement? Bienvenue à la mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tirel et je suis votre animateur pour ce podcast, La Mentalité Verte. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à La Mentalité Verte. Aujourd'hui, on vous parle d'un dossier très important, l'usine de Northvolt implantée à McMasterville. Cette usine a fait l'objet de controverses, notamment avec beaucoup de groupes écologistes qui s'opposent. C'est une usine, une giga-usine qui est faite pour faire des batteries pour des voitures électrique. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est un bon projet? On va en discuter aujourd'hui sur la mentalité verte. Je suis joint par Ali Matouba, la chef adjointe du Parti vert du Québec, et aussi Manel Chaouch, qui est sur l'exécutif du Parti vert du Québec et qui a été candidate aux dernières élections. Donc, pour commencer, Manel, est-ce que tu peux nous parler un peu des aspects de gouvernance reliés à ce projet? Bien sûr. Donc, bonjour Alex, bonjour Alimatou. Plaisir de vous parler. Donc, j'ai fait quand même quelques petites recherches sur l'usine qui a déjà eu un bon début dans sa construction là présentement quand on en parle. Donc, le gouvernement du Canada était très intéressé d'avoir Northvolt qui vient faire un investissement ici. Donc, c'est principalement le premier ministre Legault qui pense que les usines de batteries, que les batteries électriques justement sont le futur de la province, sachant qu'on est très centré dans les autos et dans le transport automobile. Donc, on a donné énormément d'argent à Northvolt, qui en fait est une compagnie suédoise. Donc, j'aimerais commencer par dire que même si la compagnie est suédoise, c'est pas la branche suédoise qui va construire l'usine au Québec, c'est la branche luxembourgeoise de l'entreprise, et on reviendra sur ça un petit peu plus tard quand je vais parler de l'aspect fiscal. Donc initialement, ça a coûté au Québec un beau petit 1,7 milliard de dollars. Donc ça a été déjà donné à Northvolt, qui est quand même une facture assez salée, et donc l'estimé des coûts pour Québec serait de 2,9 milliards de dollars. Ça déjà, bon, on l'a dit, c'est assez salé comme facture, mais ça prévoit de créer 16 000 emplois. 16 000 emplois, est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on a 16 000 personnes au chômage qui peuvent se déplacer à McMasterville pour aller construire une usine? Je pense pas. Mais ça c'est encore discutable. Donc, on a une pénurie, on a beaucoup de greenwashing, etc. Et on va en parler. Donc, ça va pas seulement coûter à Québec de ramener l'usine, ça va également coûter beaucoup plus au fédéral. Donc, selon le Devoir, c'est estimé comme étant 4,4 milliards de dollars pour le fédéral en coût pour l'usine. Ça, c'est initialement. Donc, c'est avant même la construction et tout. Pourquoi est-ce qu'on insuffle autant d'argent dedans? Donc, selon les deux pans, donc fédéral et provincial, c'est parce que les États-Unis voulaient également que l'entreprise s'installe là-bas, donc voulaient s'installer en Californie au début, et les États-Unis récemment ont créé une loi contre la récession. Donc Law Against Recession, something LRI, je m'en rappelle pas exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup d'incentives, d'aide pour les entreprises qui veulent s'installer aux États-Unis. Après, il faut voir que le contribuable américain est 10 fois plus important que le contribuable canadien, donc les fonds qu'ils ont à leur disposition sont pas similaires aux nôtres, donc de mettre autant d'argent dedans, on ne sait pas si c'est durable justement, surtout vu la nature de l'usine. Et puis justement, ce quantité d'argent-là, elle est pas négligeable. C'est pas le genre de choses qu'on donne à tous les jours, des milliards et des milliards de dollars pour une entreprise multinationale, une entreprise pour profit, qui vient ici pour profiter de l'électricité à bas prix. Déjà une autre subvention qui est donnée.
Puis on dirait que, tu sais, dans les différentes juridictions, c'est comme une course, tu sais, au fond du baril là, pour avoir l'endroit, non seulement qui va pas charger beaucoup d'impôts, mais qui va donner en plus des subventions à ces entreprises-là. Exactement, mais écoute, j'ai même pas commencé à parler des subventions parce que là, je te parle plus de l'argent qui va être versé directement, mais en subvention, puis en soutien à la construction, etc. Donc le coût total sera de 43,6 milliards de dollars. Donc on parle pas d'un chiffre qui est en dessous du 10, on parle du presque 50, Québec et Ottawa confondus. Donc ça va parler aussi d'énormes pertes fiscales. Donc au début, je t'avais dit que l'usine était était construite par la succursale luxembourgeoise. Donc en 99, on a une loi qui a été passée, donc un accord entre le Canada et Luxembourg, qui faisait en sorte que les entreprises luxembourgeoises payaient beaucoup moins d'impôts au Canada quand elles s'installaient ici. Donc, on n'avait pas prévu que Northvolt, qui est une entreprise suédoise, passe par sa branche luxembourgeoise pour justement construire l'usine, mais on n'y peut rien. Donc, elle est établie au Luxembourg. Là, je sais pas si on me voit, c'est un podcast, j'ai fait des guillemets. Mais c'est ça. Et du coup, les retours prévus de l'entreprise pourraient être complètement différents de ce qu'on s'attend. Donc c'est un investissement, bien sûr, c'est pour ça qu'on insuffle autant d'argent dedans, mais est-ce que le retour sur l'investissement sera présent ou alors est-ce qu'on lance seulement de l'argent par la fenêtre pour une entreprise privée? C'est à voir. Donc j'aimerais aussi parler de la construction parce que même si on leur a donné énormément de fonds, le contribuable leur a aussi versé quelques millions de dollars pour la construction de l'usine en soi. Donc on a 22 millions pour un chemin d'accès temporaire à l'usine de Northvolt à McMasterville. Donc quand on parle d'un chemin d'accès temporaire, ça c'est pas une route, c'est pas une route qui pourra être utilisée jusqu'après, c'est un chemin temporaire de 22 millions qui est quand même énorme. Et je pense qu'on n'a pas encore mentionné. Temporaire, c'est juste temporaire comme son nom l'indique. Après c'est juste temporaire. Ouais, exactement, c'est ça. Et bah du coup, on en a parlé, l'usine est à McMasterville et c'est dans un milieu humide. Donc c'est Alimatou qui va un petit peu approfondir sur ça, je pense, tout à l'heure. Mais moi je voulais commencer par dire que même à la construction de l'usine, ils ont eu quelques aides, mais sur tout l'argent qui leur a été versé, Northvolt a reversé 4,7 millions. On parle pas de milliards, on parle de millions. Donc 4,7 millions par rapport aux sommes qui ont été données. Ils ont reversé 4,7 millions pour la construction de l'usine sur un milieu humide, comme une sorte d'amende, encore une fois, entre guillemets, comme un stipend à donner pour construire l'usine là. Donc, quand on parle de ça, on avait aussi un blocage qui aurait été mis sur leur chemin, ça aurait été le BAP. Donc le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement, qu'on aime beaucoup ici. Et c'est ça, le BAP avait un certain seuil. Donc, quand une usine a un certain nombre de tonnes d'émissions carbone, donc quand l'usine est censée dépasser cette quantité-là, donc le BAP émettrait donc une audience et donc construirait un dossier autour pour voir si c'est quelque chose qui bénéficierait à la population québécoise. Benoît Charette a changé le seuil du BAP. Oui. Que tu ailles sur ça, justement parlant du BAP, on a appris que le gouvernement est justement, il y aura une consultation du BAP sur juste l'usine de recyclage. Donc il y aura cette consultation est déjà lancée. Donc c'est important, mais ils ont quand même réussi à ce que 2 autres usines ne passent pas par le BAP, mais je pense que quand même c'était important que le BAP soit impliqué dès le début. C'est comme s'il y a des passes pour certains projets et je trouve ça déplorable. Ouais, c'est ça. Pour être honnête, ma recherche date quand même d'une semaine. C'est peut-être qu'il y a eu de nouveaux développements. J'aurais dû regarder. Mais moi, de ce que j'avais vu, c'est en fait que le seuil du BAP avait été changé juste pour Northvolt, justement, juste pour l'arrivée de Northvolt au Canada. Donc le seuil du BAP qui était beaucoup plus bas est aujourd'hui à 60 000 tonnes d'émissions carbone.
Je pense que c'est ça qui vraiment fait en sorte que les gens sont en colère, là, tu sais, d'apprendre que les lois ont été changées parce qu'il y a eu comme une démarche gouvernementale sur la filière de batterie, là, puis ils ont changé, là, tu sais, dans l'ombre, le seuil, là, pour être émis au BAP, là. Donc, de apprendre que les règlements ont changé en prévision de cette usine-là, justement pour les garantir qu'ils n'auront pas à passer par là. Pour ceux qui ne savent pas, le BAP, c'est le Bureau d'audience publique en environnement. Donc, c'est une organisation gouvernementale qui est quand même perçue en étant assez indépendante pour faire la lumière là, sur certains problèmes reliés à ces projets-là. Mais tu sais, d'être contourné, là, je trouve ça déplorable. Absolument. Puis c'est aussi la réaction de Benoît Charette par rapport à tout ça. Donc au début, c'était vraiment en mode non, je tromperai jamais la population québécoise en disant que c'était spécifiquement pour Northvolt, etc. Quelques jours plus tard, on a eu une conférence où il admettait, bah écoutez, mais Northvolt ne serait jamais venu au Québec s'il y avait eu une audience du BAP sur Northvolt. Donc c'est spécifiquement. Puis là, on peut se poser la question, est-ce que c'est que les résultats de Northvolt face au BAP là, seraient tellement problématiques sur le plan environnemental que les gens y refuseraient s'il y aurait toute l'information? Ou est-ce que l'entreprise cherche à construire le plus rapidement possible avec le moins de réglementation et peut-être qu'il y a une autre juridiction qui aurait permis à Northvolt de s'implanter sans études? Ben écoute, c'est une excellente question parce que justement on pourrait se demander est-ce que les batteries et donc les usines de batteries non seulement elles mais les batteries aussi sont si durables que ça et c'est quoi les effets que ça va avoir sur la province éventuellement si jamais on s'attend à ce que tous les véhicules deviennent électriques etc. Quelle est la retombée du tout? Donc si jamais Surtout moi ça me questionne pourquoi ils ont décidé de séparer la construction du projet en 3 usines, ce qui fait en sorte que les premières usines soient celles de la fabrication de cathodes et celles pour la fabrication de cellules batteriques ne seront pas soumises à un examen du BAP. C'est juste la 3e usine, l'usine de recyclage, qui va être soumise au BAP qui est en consulté. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite les citoyens de McMasterville et tout, là, à tout le monde, de participer et de montrer les enjeux que ça soulève. Je pense que plus on s'implique, plus on dit qu'on n'est pas d'accord, au moins il y aura les surveillances et les règles environnementales que ça soit respecté, pas juste pour nous, mais pour toute entreprise. Absolument. Mais j'aimerais aussi citer un article qui était très très important et très intéressant du Devoir. Donc c'est le titre, c'est aucune inspection du site de Northvolt durant la destruction des milieux humides. Donc faut dire que c'est 60 000 mètres carrés de milieux humides. Et qu'il y a eu 0 inspection du ministère de l'Environnement. Donc en fait, le ministère a avancé, oui, il y a eu 2-3 inspections, ça a été fait, bien sûr et tout. Il n'y a pas de rapport qui a été avancé. Il y a aucune trace des inspections qui est là. Donc quel est le résultat de l'inspection? Inspecter pourquoi? Et puis en plus, il y avait un projet immobilier qui voulait s'installer sur ce terrain-là auparavant, puis il a été refusé justement à cause du milieu humide là, que Northvolt est en train d'assécher. Puis, tu sais, je trouve ça déplorable aussi que le gouvernement Legault, là, ils mettent les milieux humides à vendre, là. Si tu veux détruire un milieu humide, t'as juste à compenser, t'as juste à payer une somme minimale et on va te permettre. Ouais. Puis dans ce cas-là, ce qui était vraiment plus choquant pour moi, c'est que on t'a déjà donné une somme. Rends-nous, genre, je te donne $100, tu me rends $1 pour la destruction du milieu humide. Et vraiment, genre, quand on compare les sommes qui ont été données, c'est vraiment à la même échelle, quoi. Surtout que là, on parle de près de 60 000 mètres carrés de milieu humide qui pourraient être détruits. Là, c'est pas négligeable. Là, c'est beaucoup de milieux humides. Alors qu'on sait que l'impact de la destruction des milieux humides c'est tellement important sur l'écosystème. C'est pas que il y a aucune valeur monétaire ne peut remettre en question l'importance cruciale des milieux humides pour la biodiversité. Il y a même des espèces menacées qui sont sur le site. On peut pas vendre, il y a pas de coût pour ça, là. Oui, puis surtout que McMasterville, c'est dans le sud du Québec, là. Puis on sait que le sud du Québec, c'est l'endroit avec le plus de biodiversité, avec le moins d'espace protégé.
Ouais, absolument. Puis un truc qui était vraiment extrêmement triste, c'est que ce même article-là parlait du fait que la seule personne qui était là pour un petit peu superviser le tout et voir s'il y avait pas trop de destruction pendant la construction de l'usine, bah, c'était une biologiste qui a été embauchée par Northvolt, donc on n'a pas de nom. Ouais, conflit d'intérêt. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà. Donc justement, elle a été embauchée par Northvolt pour voir si il y avait donc il y avait beaucoup de tortues qui se faisaient malheureusement tuer durant la construction de l'usine. Sauf que la construction a été faite surprenamment, on voit pas ça souvent au Québec, a été faite pendant l'hiver. Et pendant l'hiver, les tortues hibernent. Et ce qui fait que la construction a été faite quand elles étaient genre vraiment sous le sol de l'usine. Et donc bien sûr, quand son rapport a été fait, bah bien sûr, on voit pas de tortues. Non, non, il y en a aucune. L'usine est faite parfaitement. Bah, elles sont sous le sol en fait, et malheureusement, elles vont y rester. Donc ça, je trouvais ça vraiment déjà très choquant que ce soit avancé comme ça, puis que ce soit elle la personne qui fasse l'inspection en tout. Je vais rebondir sur ça. Manière, là, je voulais le dire tantôt, mais comme on est, c'est pas que les tortues, il y a aussi d'autres espèces menacées qui sont sur le site. Par exemple, sur le centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, deux espèces d'oiseaux fréquentant la partie nord-est du site de Northwest, l'hirondelle de rivage et le petit blonguois. Ces deux espèces qui sont considérées comme menacées par le comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Donc, c'est des espèces menacées qui sont là, c'est des milieux humides. Donc, tout ça, c'est quand même, ça pose de grands questionnements sur l'impact environnemental que va amener Northvolt. Ouais. Ouais, ça me fait penser à d'autres sites au Québec aussi, notamment le Technoparc dans Saint-Laurent à Montréal. Chez Alimatou, on l'a visité ensemble, un milieu humide qui sont en train d'assécher là, pour du développement industriel. Que cet endroit aussi avait le petit blogio, là, une espèce d'oiseau menacé. Ouais. Oui. Non, mais écoutez, c'est ça. Donc moi, pour un petit peu couvrir le tout. Donc en fait, c'est vraiment, je voulais finir sur un article qui est très 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 intéressant aussi. C'était comment l'État encourage l'auto-obésité. Donc j'aimerais répéter que vraiment toutes mes sources aujourd'hui viennent du Devoir. Si jamais il y en a qui voudraient les lire, elles sont très intéressantes. Donc l'auto-obésité, je trouve que c'est un très beau terme à utiliser, surtout dans le contexte d'une usine de voitures électriques. Est-ce qu'on a besoin de plus de voitures, ou est-ce qu'avec tout l'argent qui va être versé et tout l'estimé de subventions, d'aides, de incentive, etc., qui va être donné à Northvolt, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un nouveau métro, un autre REM, beaucoup plus de transport public pour éventuellement avoir quelque chose de beaucoup plus durable, parce que justement on a ce qu'on appelle l'autobésité. Il y a des voitures partout, et le problème c'est que les voitures sont de plus en plus grandes. Et dans cet article-là, donc il y a quelques pans qui font en sorte que l'État ne taxe pas plus les gens qui veulent des voitures plus grosses. Donc avec les voitures électriques, on peut les faire plus grosses, et ça coûte moins à la personne qui va conduire la voiture, donc on peut faire plus grand pour moins d'argent. Donc les consommateurs vont pas tourner leur dos à ça. Donc l'État ne les taxe pas moins. Au contraire, à un certain moment, et je pense que c'est toujours le cas, il y a toujours une aide gouvernementale quand on achète un véhicule électrique, un véhicule électrique neuf. L'immatriculation ne leur coûte pas plus cher. Les péages ne leur coûtent pas plus cher. Même chose pour le stationnement. C'est le contraire. Il y a des bornes spécifiques pour les véhicules électriques, peu importe leur taille, la puissance et leur vitesse. Il n'y a pas de seuil vraiment qui est fixé à ça. Et aussi la sécurité. Non seulement ça, mais ils vendent plus au Québec une voiture compacte électrique. Ouais. Ils ont arrêté de vendre ça. C'est que les voitures berlines plus grandes, des VUS et tout ça qui sont disponibles. Ouais, c'est ça. Puis c'est un luxe qui n'est absolument pas nécessaire. Donc si on avait pourquoi est-ce que la majorité de la population utilise des transports? Moi, je suis pas loin du centre-ville de Montréal. À chaque fois que j'y vais, la plupart des personnes qui y vivent, il y a un bon système de transport en commun. Pas besoin d'avoir une voiture. Personne dans le centre-ville de Montréal n'a besoin d'avoir une voiture. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir ça partout? Exact, parce que c'est pour ça que nous, au Parti vert, on estime qu'il faut mettre en place des politiques qui visent une décroissance du parc automobile, peu importe qu'on l'utilise. La voiture individuelle ne doit pas être l'avenir de notre mobilité, ça marche pas. Les véhicules électriques sont une fausse solution. Ils accroissent notre dépendance sociétale aux véhicules privés tout en consommant une part importante de nos ressources énergétiques minières
et tout. Donc, je pense que le marketing qui fait croire que les voitures électriques, donc la construction des batteries par Northvolt sont perçues comme vertes parce qu'elles alimentent des véhicules électriques. Une alternative que les gens pensent qui sont plus écologiques, alors que cette perception, elle est en partie due aux publicités. Là, quand on voit les publicités sur les voitures électriques, tu te dis, je m'achète une voiture électrique, je contribue à l'environnement. C'est comme quand je pars mon lave-vaisselle la nuit, je contribue à réduire. Non, c'est pas ça. Je pense que alors que j'aimerais qu'on montre plus les impacts environnementaux de la production des batteries qui nécessitent l'extraction de métaux rares comme le lithium, le cobalt, le nickel, c'est qu'il y a un impact environnemental significatif et leur production et utilisation nécessite beaucoup d'énergie qui augmente notre empreinte écologique. Donc, comme tu fais bien de mentionner ça, la grosseur des véhicules et ce qu'on obtient en ayant une voiture électrique, mais c'est pas la solution là. Et les transports en commun, investir dans les transports en commun pour qu'on ait une mobilité autre que la voiture privée, pour moi, c'est là la solution, c'est là qu'on devrait être là. Veut dire, quand on voit, pas juste Montréal, quand on prend, moi j'habite à la rive sud, mais il y a les trains qui existent, c'est rapide là, c'est 40 minutes, tu arrives, il y a investir plus là. Ce que je déplore, par exemple, juste avec les trains, c'est que ça finit tôt. Si on investit que ça finit tard, on va laisser nos autos privées pour utiliser le train. Donc, je pense que l'avenir, c'est le transport en commun. Oui, absolument. Puis aussi, tu avais mentionné le coût en métaux rares du lithium et tout ça. C'est aussi un énorme coût humain. Le pan éthique de l'extraction du lithium, je pense que si on commence à en parler dans ce podcast-là, on va en faire un qui dure 3 heures. Mais c'est absolument affreux. Puis d'accepter d'avoir ça chez nous au Canada. Donc on est un pays de droit, mais les métaux rares qui nous viennent dans ces batteries qu'on subventionne à flot d'argent. Les métaux viennent d'où? Les métaux viennent au prix de quelle vie? Des vies de qui? Justement, ça me fait penser là, à ce dossier-là parce que une des premières choses que j'ai faites comme chef du Parti vert, c'était de me rendre dans le nord du Québec, dans la région de Témiscamingue, où il y avait une mine de terres rares qui était proposée. Puis c'était Toyota qui était pour acheter 100% du minerai. Mais juste dans cette seule mine-là, il parlait d'utiliser 160 000 litres d'eau à l'heure. 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il y avait des bassins de décantation à 200 mètres d'un cours d'eau naturel. Puis c'est un peu ça le problème qu'on a au Québec avec les métaux rares et le lithium et tout ça, c'est que il y a un potentiel, les gisements sont là, mais ils sont entourés d'eau de surface et de lacs et de rivières. Donc, même si les gisements sont là, de les extraire a un impact surdimensionné au Québec à cause de la topographie. Ouais, exactement. Puis après, quand on parle des régions aussi extraites aussi, les populations autochtones sont déjà là. Je pense que c'était ça le sujet pour lequel tu étais parti. Oui, justement, il y a beaucoup de groupes autochtones qui s'opposent, justement. D'ailleurs, c'est des Autochtones, à mon avis, qui ont réussi à bloquer ce projet-là. C'est le projet Madamek de Kippawa. Ils ont réussi, je pense que Toyota voulait pas avoir comme ça sur les mains, côté de réputation. Mais il y aurait peut-être une autre entreprise pour qui ça dérangerait moins. Là. Puis malheureusement, comme cette mine-là, elle est déjà planifiée, elle est sur le table de dessin, mais à n'importe quel moment, une compagnie multinationale avec le financement comme Northvolt pourrait aller chercher ce minerai-là et pourrait acheter des droits de ce mine-là. On a aussi Tesla qui ont des claims miniers dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. Je sais qu'il y a une mine de lithium qui est proposée à proximité d'un esquerre qui est réputée pour avoir une qualité d'eau vraiment phénoménale. Donc, c'est ça le danger qu'on a avec la filière des voitures électriques, c'est que c'est présenté comme quelque chose de hyper vert, alors que le marketing sur ça est carrément trompeuse. Là, c'est pas des véhicules à zéro émission, ça n'existe pas. Puis on a une espèce de consensus politique parmi les partis politiques à l'Assemblée nationale qui souhaitent aller justement extraire le minerai au Québec pour produire ces véhicules-là.
Donc ça, c'est un problème parce que si on suit cette pensée-là jusqu'à sa finalité, ben on va avoir un parc automobile encore plus grand, encore plus lourd que le parc actuel. On va avoir détruit plein de ressources en eau potable un peu partout au Québec là, avec le minerai. On va avoir asséché le milieu humide avec Masterville. Puis on va avoir donné des milliards et des milliards à l'industrie automobile, cette même industrie qui nous a rendu dépendants des énergies fossiles, qui nous a rendu dépendants du véhicule privé, l'industrie automobile qui a investi pour tuer des systèmes de transport en commun aux États-Unis puis en Amérique du Nord, puis qui nous rend dépendants de ça. Fait que de croire que, tu sais, la seule solution au problème de véhicules, c'est de donner davantage d'argent aux producteurs de véhicules, puis de transférer davantage de fonds publics aux mains privées, je pense que c'est une erreur. Puis, tu sais, évidemment, on dit ça depuis longtemps au Parti vert, là, on s'est toujours opposé aux subventions de véhicules électriques et tout ça, même quand il y avait beaucoup de groupes écologistes qui pensaient le contraire. Il faut pas se laisser conter des histoires là, de miracles, là, de technologies vertes là, qu'au final ne sont pas au rendez-vous. Absolument. Puis moi, ce qui m'inquiète même, c'est que c'est l'image qu'on donne aux futures générations, tu sais. Parce que moi, mon fils, il est comme quand il voit les publicités de Tesla, il me dit, ouais, maman, comme on est au Parti vert, tu vas acheter une Tesla. Tu sais, mais je dis, c'est une voiture électrique, elle est verte, comme ça, puis, tu sais, je l'explique que non, c'est une voiture, oui, elle est électrique, mais ça implique plein d'autres choses. Mais c'est juste que ça vient me chercher parce que je me dis, normalement, la future génération, on se bat surtout pour eux, pour leur laisser un environnement sain. Mais les publicités font en sorte que même eux, ils vont grandir en pensant que la voiture électrique est la solution. J'aurais aimé qu'ils me demandent, est-ce qu'on peut avoir plus de trains, plus que ça? Donc, pour moi, c'est les publicités mensongères qui font que les voitures électriques sont la solution. C'est un vrai problème parce que non seulement tout le monde se donne bonne conscience avec une voiture électrique, mais en même temps, les futures générations aussi, ils vont penser leur mobilité avec encore des voitures privées. Donc, pour moi, ça, c'est un grand problème que, comme a dit Alex, là, c'est pas aujourd'hui. Puis je trouve déplorable que des partis, pas des partis, mais des groupes écologiques comme n'en parlent pas assez, ou cautionnent ça, ou font la promotion, des voitures électriques, alors que, franchement, c'est une fausse solution. Bah, faut dire les termes comme ils sont aussi. C'est ce qu'on appelle du greenwashing. C'est une très très belle technique de marketing. Puis je pense que ça a tiré un petit peu dans le pied de tous les mouvements écologiques. Maintenant on sait pas distinguer le vrai du faux d'une entreprise qui veut quoi. Puis après, genre, on peut aussi parler du recyclage des batteries. On peut parler de la durabilité. Le mot durabilité ne revient absolument pas quand on parle de véhicules électriques, parce que on a encore la mentalité en général, un véhicule c'est fait pour durer 10, 20 ans. C'est pas le cas pour les trains. Pour certaines voitures, la moyenne est pas mal moins élevée. Ouais, ça dépend entre classes sociales et tout aussi. Mais moi, ma première voiture, elle avait 20 ans. Ouais. Elle avait mon âge en fait. Mais c'est ça, pour la durabilité des véhicules, un véhicule électrique, si jamais ça survit 10 ans, on est bon. Et après, on doit recycler tout ça. Puis il y a une grande partie de la batterie en soi qui n'est pas recyclable. Donc les métaux rares, etc. Il en faut plus. Ça se recycle pas d'une batterie à une autre malheureusement. Puis le véhicule en lui-même, non seulement il n'y a pas vraiment de méthode pour le recycler, mais il n'y a pas de volonté aussi de le faire. Puis même si c'était recyclable, après la quantité d'énergie, la quantité d'eau, est-ce que on veut vraiment assumer le coût de tout ça alors qu'on a une solution? On a déjà l'argent qu'on verse là-dedans. Ça peut être investi ailleurs. Ça ouvrirait le même nombre d'emplois. La ristourne serait la même. Mais pourquoi on le jette ailleurs? Ouais. Ouais, je pense que le gouvernement Legault, là, il voulait faire quelque chose de bon pour l'environnement, là, on dirait, puis ils ont comme débouché sur ça, en pensant que tout le monde va apprécier ce projet-là, alors que peut-être qu'il y a 10 ans, là, les gens auraient
apprécier un peu plus. Mais là, en 2024, les gens, ils voient les problèmes avec les véhicules électriques. Tu sais, les gens ont développé la population en général a développé une connaissance, des enjeux reliés aux batteries puis aux véhicules électriques. Tu sais, fait que de prétendre que c'est ça qui va améliorer le bilan des GES du Québec, je pense que les gens, là, tu sais, se rendent compte. Puis d'ailleurs, le ministre de l'Environnement a été coincé sur ça parce qu'il avait dit oui, ça va diminuer. Mais finalement, il n'y a aucune étude qui démontre ça. Tu sais, ça a été démontré que non, ça va pas réduire des GES de construire une usine de plus. Non, en fait, c'est juste que la construction de cette usine sur des milieux humides pose plusieurs problèmes environnementaux. Tout d'abord, les milieux humides sont des écosystèmes fragiles et sensibles. En les détruisant pour construire l'usine, on risque de détruire, comme on l'a dit tantôt, des habitats naturels importants pour de nombreuses espèces animales et végétales. Et cela peut entraîner la disparition de certaines espèces et perturber l'équilibre écologique de la région. C'est vraiment, c'est pas des petites affaires là, c'est vraiment des destructions qu'on ne peut pas irréversibles là. Et alors qu'on sait que les milieux humides jouent un rôle important dans la régulation de l'eau, ils agissent comme des éponges naturelles qui absorbent l'excès d'eau lors des période de pluie et la libère lentement. On a vu les changements climatiques là, on les maintenant c'est même plus ça va venir, on les vit. Donc détruire un autre milieu aura forcément un impact lors des périodes de sécheresse. Quand on détruit les milieux humides aussi, on risque de perturber le cycle naturel de l'eau, ce qui peut entraîner des inondations plus fréquentes ou des pénuries d'eau dans la région. On a vu, maintenant, c'est pas hypothétique, on peut pas détruire des milieux humides censés nous protéger face au réchauffement, au changement climatique et espérer avoir des effets contraires. Et la construction de l'usine elle-même peut entraîner la pollution des milieux humides et les activités de construction peuvent entraîner des déversements des produits chimiques, des fuites de carburant et d'autres polluants qui peuvent contaminer les sols et les eaux environnantes. Cela peut avoir des effets néfastes sur la faune et la flore locale ainsi que sur la qualité de l'eau potable de la région. Donc, on ne veut pas se retrouver comme ce qui se passe à Noiroranda avec les usines or ou le nickel à Québec. Donc, pourquoi on fait la même chose en espérant des résultats différents? J'aimerais pas que dans 10 ans ou dans 5 ans qu'on refasse un podcast pour parler des impacts que Northvolt a émis sur la région. Donc, je pense que c'est important que on se mobilise là, qu'on continue à dénoncer, même si là, c'est parti, les constructions ont commencé, j'ai entendu que les camions sont, mais même s'il va amener des milliards là, ça n'achètera jamais les milieux humides qui vont être détruits. Pour moi, ça n'a pas de prix là. C'est un projet, même si ça va donner de l'emploi parce qu'on le vend comme si il ramène de l'argent, ça offre de l'emploi à la région, mais il y a des impacts là, même si c'est une tortue qui n'a plus son habitat, pour moi, c'est quelque chose de dramatique là. T'as absolument raison, Alimatou. Puis genre, j'aimerais revenir justement au pan politique parce que t'en avais parlé. Ça va ramener de l'emploi. Il va y avoir de la ristourne au niveau des taxes que l'entreprise va payer. Ça va emmener tellement ouvrir tellement de portes au Québec. Donc, on avait parlé justement de l'évitement, de l'évitement fiscal de l'entreprise qui est déjà beaucoup. Puis en fait, ça ramène des emplois dont on n'a pas forcément besoin. Donc, donc on dit il y a une pénurie de l'emploi, les gens veulent travailler. Ça dépend dans quel secteur. Le secteur de la construction, il n'y a pas vraiment besoin d'emploi. Le secteur non, justement, on manque des gens. Ouais, c'est ça, on manque de gens, donc on ramène de nouvelles personnes pour travailler dedans. Donc, est-ce que c'est vraiment les contribuables qui ont investi là-dedans qui vont avoir un retour dessus, ou est-ce que c'est seulement l'entreprise? Ou est-ce que l'entreprise va manquer de travailleurs, ils vont faire venir des travailleurs temporaires étrangers, et puis ils vont les renvoyer avant qu'ils puissent devenir résidents permanents ou avoir la chance de rester au pays? Ouais, puis aussi, si jamais ces personnes-là viennent juste pour la construction de l'usine, est-ce que éventuellement elles vont trouver de l'emploi après la construction de l'usine de Northvolt si jamais elles restent? Est-ce que pourquoi déstabiliser l'économie autant pour quelque chose qui n'a pas vraiment autant de futur, de prospect comme on en a parlé? Si jamais ça avait été quelque chose qui aurait été bon pour l'environnement, je pense pas qu'on aurait changé le seuil du BAP.
Je pense pas qu'il y aurait eu tellement de tergiversion autour de ça et d'évitement de la part du ministère de l'Environnement pour que le projet vienne à jour. Pourquoi est-ce qu'ils ont tout bypass? Si Ouais, jamais on dirait qu'ils ont de quoi cacher, là. Ouais, si jamais ça avait été bon, pourquoi le BAP aurait dit non? Ouais. C'est là pour nous. Des audiences Ouais. publiques. Ben, écoute, je voulais parler un peu de l'opposition à ce projet-là parce que depuis l'annonce surprise du gouvernement Legault à cet égard, il y a eu toutes sortes de manifestations. Premièrement, il y a eu des gens locaux qui s'opposent au choix du site. C'est des gens qui sont pas nécessairement opposés à la filière de voitures électriques et ce genre de choses, mais qui trouvent que le choix du site sur les milieux humides à McMasterville, sans consultation du BAP, ça n'a pas de bon sens, puis que ça devrait être remis en question. Il y a d'autres gens qui ont posé des actions directes. Donc, on a des reportages dans les grands médias qui parlent de gens qui sont allés saboter le déboisage de cet endroit-là parce que des arbres qui sont à couper, fait qu'ils sont allés mettre des clous là, dans les arbres pour que là, quand ils passent avec le scie, là, mais ça jamme la scie et tout ça, fait que ça ralentit des choses, tu sais, ça peut parfois même être dangereux, là, tu sais, donc c'est un geste quand même extrême. Mais si les gens sont prévenus que les clous sont là, mais on espère qu'ils vont faire un peu plus attention quand ils vont traiter le bois ou ne pas traiter le bois. Il y a même eu des gens qui sont allés mettre des engins flammables là, en dessous de l'équipement. Le détonateur a pas fonctionné, donc il n'y a pas vraiment eu de dégâts, mais évidemment, ça a fait les nouvelles, puis ça a fait en sorte que Northvolt était mécontente de ça. Puis, il y a aussi les Autochtones, les Mohawks, qui se questionnent sur les impacts sur la rivière Richelieu. Donc, le site est vraiment en bordure de la rivière. Quelles vont être les décharges dans cette rivière-là? Est-ce qu'il va y avoir des impacts sur la faune? C'est presque certain que oui. Donc, ça, c'est un enjeu qui est à surveiller. Puis, il y a eu des manifestations à Montréal. Il y a des milliers de gens qui ont manifesté pour opposer ce projet-là. Donc, on voit que, tu sais, au-delà de des actions directes et parfois extrêmes, il y a quand même une grande base de la population qui s'oppose à ça. Les groupes écologistes, les grands groupes au début étaient un peu favorables. De toute façon, ils ont demandé ça depuis longtemps, là, tu sais, la filière de batterie et tout ça. Mais là, quand que ça l'a sorti, j'ai l'impression que ça a fait évoluer un peu les perspectives de certains grands groupes écologistes qui autrement auraient appuyé, mais vu que le débat sur les véhicules électriques a évolué un peu, sont maintenant un peu plus réticents là, à donner leur appui à ce genre de projet. Il y avait notamment une lettre ouverte là, tu sais, qui avait résonné que Richard Desjardins, le documentariste qui a fait les documentaires à propos de l'erreur boréale, puis aussi un autre documentaire sur les mines en Abitibi, quelqu'un de très, très influent là, dans le mouvement écologiste, qui est responsable tu sais, de la réécriture du plan d'exploitation forestière là, dans les années 2000 au Québec. Lui, il avait écrit une lettre ouverte là, dans les médias, ça ciblait directement Équiterre et Fondation David Suzuki et tout ça. Il disait, comment se fait-il que vous opposez pas à ce grand projet-là qui va avoir des impacts sur sa région de l'Abitibi? On parle des mines, par exemple, et qui va avoir très peu d'impact sur le bilan de GRS au Québec. Donc, ça a fait comme rebondir un peu les choses. Ça a fait évoluer le débat. Puis maintenant, il y a une plus large opposition que jamais à ça. Tu sais, même si à Alimatou, tu disais, tu sais, le projet il va de l'avant, tu sais, il a commencé la construction de l'usine et tout ça. Même si, je veux pas le caler maintenant, mais même si un jour la bataille de Northvolt serait perdue, il y a quand même plein d'autres projets semblables de greenwashing au Québec là, qui risquent d'être sur la table. On a le gouvernement qui parle de doubler la production d'électricité, mais les barrages vont et tout. Est-ce que ça va être le nucléaire? Est-ce que ça va être les barrages hydroélectriques? Quelles communautés vont se faire piler dessus là, dans cette espèce de transition énergétique extractiviste qui vise à changer le moyen d'alimentation, mais
pas nécessairement en tenant compte des impacts sur l'environnement. Ouais. Non, C'est génial, absolument. parce que c'est comme, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on va dans les mauvaises directions, là. Puis, moi, quand on parle aux gens, tout le monde maintenant est interpellé, par les changements climatiques, est interpellé, par l'environnement. Mais c'est juste que si on veut qu'il y ait un changement, il faut un changement fort au niveau du gouvernement, là. Vous pouvez pas continuer à voter pour des partis qui vont détruire l'environnement et espérer des résultats différents. C'est petit, c'est vraiment des mesures. Moi, je trouve que tout le monde maintenant, quand tu vois tous les partis, tout le monde se dit environnementaliste, se dit vraiment vert, alors que quand on voit les actions, c'est pas la même chose. Donc, c'est important que les gens se rendent compte qu'ils ont un pouvoir pour changer les choses. Et ce pouvoir, c'est le vote. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen, là. Ben, je pense qu'il y a des manifestations, puis tu sais, certaines actions qu'on peut poser dans la société civile qui sont importantes, mais effectivement, là, tu sais, faut comme un grand changement de cap à l'Assemblée nationale. C'est tous les partis politiques qui sont dans le bateau là, des véhicules électriques, puis des fausses solutions vertes. Donc, il faut les rappeler à l'ordre. Puis Manel, t'avais mentionné aussi le côté financier, là, tu sais, de mettre des milliards et des milliards dans ce projet-là, alors que le gouvernement provincial de Legault, là, il veut pas financer le transport en commun. Il nous parle d'imposer des coupures et tout ça, puis il accuse les maires, les mairesses de quêter pour de l'argent quand ils demandent d'éponger des déficits du transport en commun. Ça a aucun sens. On sait tous, la solution au problème de mobilité, c'est le transport en commun. Il y a des gens qui veulent pas l'admettre, là, tu sais, parce que c'est rentable là, de fabriquer des voitures, puis ça génère une activité économique et tout ça, mais comme le disait Ali Matou, il faut viser la décroissance du parc automobile, et ça se passe par le transport en commun, et non par des giga-usines qui vont nous rendre dépendants pendant des décennies encore de cette technologie de voitures privées qui est en train de ravager l'environnement ici au Québec et à travers le monde. Ben oui, et aussi, j'aimerais ajouter que on le mentionne très peu, mais l'écologie, en fait, est un sujet scientifique. C'est quelque chose qui, quand même, reste assez objectif. Et quand on parle de greenwashing, etc., malheureusement, c'est toujours de la misinformation, c'est des fausses news la plupart du temps. Et le fait que ça arrive au gouvernement, sachant qu'on a beaucoup de structures écologistes en place, on a des personnes justement qui travaillent dessus, qui peuvent avoir une réponse directe. Donc maintenant on sait, c'est un fait que les batteries, les véhicules électriques, les véhicules en général, c'est pas durable. On a une solution, on a une alternative qui a marché et qui marche dans d'autres coins du monde. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ça ici? Pourquoi est-ce qu'on est spéciaux et qu'on a besoin de voitures? On a une solution qui est là. On a une réalité scientifique devant les yeux. Puis je trouve ça justement malheureux que je comprendrais que ce soit des personnes lambda qui soient influencées par le greenwashing, etc., mais que ça arrive jusqu'à notre gouvernement, puis que ça fasse en sorte que le contribuable, que tout le monde paye pour ça, c'est affreux. C'est affreux. On paye pour aller dans la mauvaise direction. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, et le fait que le gouvernement de Legault dise que les transports en commun, on veut pas payer de déficit, on quête, j'ai pas envie de donner de l'argent gratuitement à Northvolt non plus. C'est Northvolt qui est en train de quêter, là, voyons. Ouais, c'est ça. Non, Northvolt ne quête même pas. Genre, les États-Unis voulaient l'entreprise Northvolt et donc la perle à choisir et pour laquelle on se bat alors que c'est juste mauvais pour nous. C'est ça. Ouais. OK, ben écoute, merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous aurez des pensées en conclusion? Votez vert. Ne vous laissez pas avoir par les publicités mensongères. Utilisez les transports en commun. C'est l'alternative là à une mobilité et je pense que c'est la méthode qui est plus efficace pour l'environnement. Oui, parfait. Et continuez de soutenir le Parti vert du Québec. On est un parti qui est complètement libre de greenwashing, là, qui se fait pas prendre dans les fausses solutions comme les véhicules électriques. Je vous remercie beaucoup à Ali Matou Bosch, chef adjointe du Parti vert du Québec, et Manal Chaouch, membre de l'exécutif et aussi ancienne candidate du Parti vert du Québec. On va continuer à suivre le dossier et beaucoup d'autres dossiers d'importance pour la justice sociale et l'environnement au Québec. On se voit dans le prochain épisode. Merci. Merci beaucoup, Alex. Merci. Bye. Et ça conclut notre épisode sur le projet Northvolt. J'espère comme moi que vous avez apprécié les interventions de Manel et d'Ali Matou.
Le Québec ne devrait pas aller vers la transition énergétique extractiviste qui dépend de véhicules privés, de batteries, de mines. Ce qu'il faut faire là, dans le domaine du transport pour réduire les émissions, c'est de carrément réduire le nombre de véhicules sur la route. Qu'ils soient électriques ou à l'essence, chaque véhicule a un impact non négligeable pour l'environnement. On le voit avec tous les impacts du projet de Northvolt, de tous les impacts des projets de miniers dans le nord du Québec. Il faut s'opposer à ça et il faut privilégier une stratégie de décroissance dans le secteur automobile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur les plateformes audio et on se voit la semaine prochaine. Merci.